France 2. La fête sur le plateau du Larzac, c'est fini. Les 150 000 participants ont quitté aujourd'hui le plateau après le grand concert donné hier par Manu Chao. Le copilote d'Air France arrêté à New York lors d'un contrôle de sécurité a été remis en liberté contre une caution de 5 000 $. Le cinéaste Jacques Deray est mort la nuit dernière à son domicile parisien. Il a signé quelques-uns des plus célèbres films policiers de Borsalino à la piscine. Sur la plage de Lacanau près de Bordeaux, les meilleurs surfeurs du monde vont se retrouver jusqu'au 17 août. La plage aquitaine est devenue l'une des étapes indispensables du circuit professionnel. Madame, Monsieur, bonsoir. Le plateau du Larzac va pouvoir retrouver sa quiétude habituelle après le départ des quelques 150 000 participants. À l'issue de 3 jours de débats sur le commerce mondial, l'environnement, la rentrée sociale, le rassemblement s'est terminé hier par un grand concert avec en vedette Manu Chao. Sur place, Céline Crespi et Guillaume Michel. De la mondialisation libérale, tous vont retrouver le monde imparfait qu'ils veulent changer. On a fait une belle fête. Hein. Ah ouais? Ouais. Allez, roulez. Bonne organisation, pas d'incidents, comme pour prouver que les altermondialistes sont des gens responsables. Les gens sont très disciplinés, ils ont tout compris au sens de la fête, je crois. Toute la journée, des centaines de bénévoles se sont activés pour nettoyer les 70 hectares occupés. Et on a profité du week-end, des forums et tout ça, donc on peut aussi participer un peu, puisqu'on n'avait pas participé avant. Tous estiment ressortir de ce week-end un peu différent. Reste à mettre en application les bons engagements qu'on a pris. C'est au quotidien maintenant qu'il faut se battre et c'est aller à contre-courant de cette société de consommation. Hein. Et je crois que ça, il faut que chacun y réfléchisse vraiment au fond de lui. Quoi, hein. Il faut savoir se passer de son micro-ondes et de sa bagnole climatisée. Hein. Sinon, ça veut dire qu'on est d'accord avec les autres qui crèvent ailleurs. Quoi. Si José Bové leur a donné rendez-vous dès le 6 septembre pour protester contre le sommet de l'OMC de Cancun, la plupart promettent que la rentrée sociale sera brûlante pour le gouvernement. La loi sur la retraite, je continuerai à la combattre, c'est pas terminé. Bon, tout ce qui se prépare en matière de protection sociale ou autre, je veux dire tout le monde sort d'ici regonflé. C'est pas que du baratin, non, c'est bien des pistes, des perspectives d'action qui sont lancées. Ouais. Loin des partis politiques, pense incarner l'opposition. Par ce genre de rassemblement, une nouvelle forme d'expression politique se développe. Et justement, selon un sondage à paraître demain dans l'hebdomadaire Marianne, les socialistes seraient battus dans tous les cas de figure au second tour de la présidentielle. Parmi les figures du PS, Jack Lang est celui qui réaliserait les meilleurs scores, mais il ne l'emporterait ni devant Jacques Chirac, vous le voyez, ni devant Jean-Pierre Raffarin, ni devant Nicolas Sarkozy. Il ferait jeu égal, en revanche, avec Alain Juppé. Sur l'île de Ré, les témoignages de sympathie à la famille de la jeune Audrey, assassinée mercredi dernier, se multiplient. Ce matin, au marché, des bouquets de fleurs ont été déposés sur l'étal vide où elle travaillait auprès de son père. Ces obsèques auront lieu demain à Saint-Martin et tous les commerçants baisseront leurs rideaux. Sur place, Philippe Péan et Jean-Marc Moukouk. Un bouquet de fleurs sur l'étal d'huîtres du marché, là où travaillait Audrey aux côtés de son père. Témoignages identiques sur les lieux du drame. La commune de Saint-Martin se prépare aux obsèques de la jeune fille. Demain, tous les commerçants baisseront leurs rideaux le temps de la cérémonie. C'est un grand malheur qui vient de nous arriver, donc on a décidé tous en solidarité avec tous les commerçants de fermer demain pendant les obsèques de 15 à 16 heures. Pour le respect, pour la mémoire de cette petite et puis pour les parents aussi qui sont terriblement touchés naturellement. C'est une question aussi de dire que par rapport à ce qui s'est passé, qu'on n'est pas indifférent et quelque part on dit non à ça, quoi. De nombreux habitants et résidents seront présents demain à la cérémonie religieuse. L'office sera célébré à 15 h en l'église Sainte-Catherine sur la commune de La Flotte. L'enquête judiciaire, quant à elle, se poursuit. 50 enquêteurs et des moyens maritimes sont toujours affectés à la recherche du suspect. Le copilote d'Air France arrêté vendredi soir à l'aéroport Kennedy de New York après des échanges assez vifs lors d'un contrôle de sécurité a été libéré aujourd'hui contre une caution de 5 000 $. Il est inculpé de fausses déclarations. Aurélia Guillemin et Karine Comadi. Il n'y avait pas de bombe dans sa chaussure, mais pour cette plaisanterie douteuse, le commandant River aura passé 24 heures derrière les barreaux. Libéré cet après-midi contre 5 000 € de caution, le copilote s'explique difficilement. Est-ce que vous comprenez l'acharnement des autorités américaines?
Vu sous un certain angle, oui, tout à fait, oui. Je ne souhaite pas m'exprimer davantage. Vous regrettez ce qui s'est passé? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez une parole malheureuse ou... Oui. Bon, c'est dans une certaine circonstance, voilà. Selon les services de sécurité de l'aéroport Kennedy, avant d'entrer dans l'appareil, Philippe Rivert aurait refusé de passer dans un détecteur de métal, comme d'enlever ses chaussures. Une procédure, des fouilles, des contrôles à répétition, que beaucoup de membres d'équipage s'accordent à trouver abusif. On est plus embêté que les passagers. Ah ben ça, beaucoup plus. C'est-à-dire que les passagers passent au filtre, on les embête pas. Le commandant de bord passe, on lui fait enlever les chaussures et on le fait passer pieds nus devant tous les passagers. Depuis les événements du 11 septembre, 40 pilotes de compagnies aériennes américaines, cette fois, se seraient elles aussi plaintes du climat ultra sécuritaire imposé dans les aéroports américains. Les États-Unis, qui craignent de nouveaux attentats d'Al-Qaïda, seraient en fait particulièrement susceptibles. À Roissy, où le vol AF009, victime de la mésaventure, est arrivé hier avec 27 heures de retard, certains passagers avançaient une autre explication. Il y a en ce moment un climat anti-français aux États-Unis et le copilote étant français, je pense que ça a pu jouer en sa défaveur. La direction d'Air France n'a pas souhaité s'exprimer, mais a déclaré qu'une enquête interne était ouverte et que le copilote ne serait pas licencié. Il sera en revanche convoqué par la justice américaine en septembre pour mensonge et comportement inapproprié. En Lozère, un violent incendie s'est déclaré cet après-midi. 500 hectares ont déjà brûlé près du parc des Cévennes. Le feu se développe maintenant sur les deux rives du Gardon, dans un relief très difficile. 300 personnes ont été évacuées et 500 pompiers sont actuellement mobilisés. Avec nous au téléphone et sur le terrain, le colonel Francis Robert de la sécurité civile de Lozère. Écoutez-le. Le feu est parti aux environs de 14 heures au bord de la rivière Le Gardon, qui est entre Saint-Étienne-Vallée-Française et Saint-Jean-du-Gard, à environ 4 km de l'agglomération de Saint-Étienne-Vallée-Française. Il est parti de manière extrêmement violente pour deux raisons. La première, météorologique, parce qu'on a une hygrométrie qui est inférieure à 15%, c'est l'hygrométrie pratiquement du Sahel, avec des températures sous abri supérieures à 40 degrés et un vent de vallée qui l'a poussé vers le nord. Combien d'hectares ont été détruits à l'heure actuelle? Actuellement, on est entre 6 et 800 hectares. Le feu continue à progresser. Et nous nous attachons pour l'instant à assurer la défense de nombreux points sensibles constitués par des hameaux et des maisons isolées. Le bilan, c'est pas de victimes, pas d'habitations détruites, mais la propagation continue. Vous allez travailler toute la nuit vraisemblablement? Toute la nuit et puis certainement tout demain et ça risque de durer plusieurs jours. Et dans le Haut-Pays niçois, l'incendie qui s'est déclaré près de Lucéram a déjà brûlé près de 2700 hectares. Une quarantaine de personnes ont dû être évacuées la nuit dernière et un sapeur-pompier a été blessé par l'explosion d'un obus datant de la Deuxième Guerre mondiale alors qu'il combattait le feu. 700 pompiers sont toujours sur le terrain. En Corse du Sud, 500 hectares de maquis ont brûlé depuis hier après-midi. Le feu n'est toujours pas maîtrisé malgré l'intervention de 2 Canadair et de 2 hélicoptères bombardiers d'eau russes qui peuvent emporter jusqu'à 12 tonnes d'eau. L'incendie continue donc de se propager. Sur place, Paul de Genève et Chloé Lecomte. Le Canadair fond sur sa proie. Les pompiers au sol achèvent le travail. Le feu ravage le maquis dans ces montagnes quasiment inaccessibles. Seuls les Canadair et les hélicoptères russes Mi-26 peuvent atteindre les flammes. L'incendie s'est déclaré hier après-midi à 2 endroits près du village de Tola, à une trentaine de kilomètres d'Ajaccio. 500 hectares de maquis sont déjà partis en fumée. Sur le terrain, une cinquantaine de pompiers et un agent de l'Office national des forêts. Il est là pour constater l'évolution du sinistre dans des montagnes qu'il connaît par cœur. Vous avez du genévrier, notamment le genévrier nain, là, que vous voyez partout, qui brûle très bien. Est très calorifique, brûle quasiment totalement et donc c'est pour ça que le feu avance quasiment inexorablement et qu'il faut absolument le traiter, quoi. Pour intervenir, les pompiers ont besoin de ces cartes. Ils les réactualisent tout au long de la journée. Ça va directement au PC-Feu dans un premier temps et ensuite on enverra une copie au CODIS. De cette manière, tout le monde sera au courant parfaitement sur ce chantier. Et c'est ici, au PC-Feu, que les cartes serviront. Ces hommes coordonnent les moyens sur le terrain et les conditions aujourd'hui sont extrêmes. Le taux d'humidité était tellement bas qu'il s'est propagé comme de l'essence.
Le taux d'humidité du bois mort, c'est entre 15% d'humidité. Et on était hier à 17 ou 18% d'humidité. Ce soir, un front n'est toujours pas maîtrisé. Avec la nuit, les moyens aériens resteront à leur base. Seuls les pompiers au sol tenteront de contenir l'incendie. Et dans les Pyrénées, l'incendie qui s'est déclaré hier près d'Argelès-Gazost a ravagé une centaine d'hectares. Selon les gendarmes, c'est un agriculteur qui, en faisant brûler des herbes sèches, est à l'origine de ce sinistre. Il s'est lui-même présenté aux forces de l'ordre. La sécheresse et la chaleur rendent la montagne très dangereuse. Des blocs de pierre se détachent et à Chamonix, 38 alpinistes ont dû être évacués hier par hélicoptère. Les voies d'accès au sommet du Mont Blanc sont particulièrement périlleuses et les guides ont suspendu la plupart des excursions. Sur place, Benoît Gadret et Jean-Claude Martin. L'ascension du Mont Blanc est donc aujourd'hui dangereuse, en particulier pour les alpinistes qui empruntent la voie de l'Aiguille du Goûter, la plus facile techniquement et donc la plus fréquentée. En temps normal, ce couloir est déjà très dangereux. Si je vous dis on accélère, mais on ne court pas dans ce couloir. Hein. Le traverser aujourd'hui, c'est jouer à la roulette russe, car des pierres tombent sans cesse et viennent percuter les alpinistes. Un blessé aujourd'hui, 2 hier, 4 morts depuis le 1er juillet. Il faut vraiment qu'on soit très très ferme sur les termes à utiliser. Le couloir est extrêmement dangereux et il faut recommander aux gens de ne pas y aller sans prendre le risque pour leur santé. L'autre voie d'accès au toit de l'Europe par le Mont Blanc du Tacu est elle aussi très délicate. À tel point que la compagnie des guides de Chamonix a décidé de suspendre provisoirement les courses vers le Mont Blanc. Il n'y a rien d'extraordinaire au fait qu'une montagne ne soit pas en condition momentanément. Les guides font face au désarroi des clients. La montagne est ainsi faite qu'elle aussi supporte mal la canicule. Bien que ça gèle plus la nuit ou pratiquement plus la nuit, on a quand même de très forts écarts de température. Alors ces forts écarts de température ajoutés au fait que la glace qui est sous-jacente dans les plaques et qui tient les blocs ensemble fond, mais ça fait qu'il y a des éboulements un peu partout. Pour l'heure, il n'est pas question d'interdire l'accès au Mont Blanc. D'ailleurs, les consignes de prudence semblent en partie entendues. Il y a seulement 10 personnes ce soir au refuge du Goûter, contre 200 habituellement. Et pour les déçus, les professionnels proposent d'autres courses, peut-être moins mythiques, mais tout aussi belles que le Mont Blanc. Les caprices de la météo et en particulier les variations du mercure ont aussi une incidence sur l'activité économique, mais grâce à de nouveaux produits financiers indexés sur les températures, les industriels peuvent maintenant se prémunir contre de telles conséquences. Ce marché pourtant reste pour l'instant très confidentiel. Explication Bruno Timsit et Michel Levasseur. Un simple petit degré de plus et c'est dans le sud de la France 5% de ventes supplémentaires pour les brasseurs, ou quand la météo influence directement les résultats des entreprises. Il y a 1 an et demi, la Bourse de Paris créait un indice climatique, Next Weather, basé sur les statistiques de Météo France. Objectif, permettre aux entreprises, grâce à des produits financiers, de se prémunir contre le risque météo. Le produit fonctionne comme une assurance. Si le climat affecte le chiffre d'affaires de l'entreprise, celle-ci revend ses obligations afin de compenser ses pertes. Selon Météo France, 70% du PIB des pays industrialisés sont affectés par le climat. Particulièrement frappant en ces temps de canicule. En ce moment, on vit un phénomène climatique un peu extrême, donc tous ces effets ressortent au grand jour. On voit bien que les vendeurs de climatiseurs, les vendeurs de ventilateurs ont vraiment une activité qui est liée à ça, les vendeurs de glace, les vendeurs de boissons. De nombreux secteurs sont concernés, de l'agriculture au tourisme, en passant par le marché de l'énergie, mais beaucoup d'entreprises n'en sont pas encore conscientes. Cette sécheresse, si jamais elle devait durer, et si on devait en avoir sur plusieurs années, eh bien à ce moment-là, ça pourrait développer ce type de produit. Mais pour le moment, compte tenu du faible risque finalement d'un point de vue climatique, c'est un marché qui est peu développé. Pour l'instant, c'est aux États-Unis que ces produits financiers ont le plus de succès. Mais on estime que ce marché pourrait atteindre à l'échelle mondiale 70 milliards de dollars d'ici à 2005, soit 10 fois plus qu'aujourd'hui. Le pape Jean-Paul II, dans sa résidence estivale de Castel Gandolfo, a prié aujourd'hui pour les victimes de la canicule et des incendies. Et il a même demandé à tous les catholiques de prier pour que la pluie tombe enfin sur l'Europe.
En Irak, nouvelles émeutes à Bassora pour la deuxième journée consécutive. Des centaines d'Irakiens s'en sont pris aux soldats britanniques qui ont riposté. À l'origine de ces troubles, les pénuries de carburant et d'électricité. Les habitants de Bassora sont fréquemment privés d'électricité et de systèmes de réfrigération alors que la température dépasse les 50 degrés. Jean-Marc Ilouz. Tout le désespoir et toute la colère des habitants de la deuxième grande ville de l'Irak dont les générateurs sont privés de carburant par 54 degrés à l'ombre. Leur cible sera ce petit camion-citerne soupçonné de se livrer à la contrebande de pétrole volé avec le Koweït frontalier. Hier, c'est aussi l'incendie de ce camion-citerne qui a été à l'origine d'une première journée d'émeute. Et pourtant, jusque-là, Bassora, à majorité chiite, avait composé avec des forces britanniques qui ont rarement la gâchette facile en Irak. Témoin cette tentative de parlementer entre un colonel britannique et un responsable chiite lui-même débordé. Avez-vous les moyens de calmer la foule et d'obtenir sa dispersion? Non, mais on peut aller leur demander. Ok, je vais faire reculer mes soldats si vous les dispersez. De plus en plus difficile à en juger par la longueur des files d'attente à la pompe où les prix s'envolent. Et pourtant, ils avaient bien commencé, les Britanniques, avec la remise officielle de cette raffinerie aux autorités locales. Et pourtant, tout juste hier, les commandos britanniques arraisonnaient en pleine mer ce pétrolier avec 1100 tonnes de pétrole de contrebande. Marché noir, on vole même les fils de cuivre qui acheminent le courant. Le chaos devient aussi incontrôlable que l'exaspération de la population. Aujourd'hui, au cours de heurts violents avec les Britanniques, 3 Irakiens et un Britannique ont été tués. Il y a eu 6 manifestants blessés à Bassora. Et à Bagdad, les Irakiens ne se lassent pas de regarder des copies des films vidéo de la famille de Saddam Hussein. La vente de ces images sur CD-ROM connaît un succès inattendu. Certaines de ces images peuvent heurter. Reportage Christian Autin et Frédéric Bon. L'intimité du clan Hussein comme on ne l'avait jamais vu. Un dictateur qui joue les papagâteaux. Ou bien encore les frasques de Houdaï, le fils aîné de Saddam, dans une boîte de nuit. Autant de morceaux choisis que les Irakiens peuvent désormais regarder à satiété. Ces vidéodisques, on les trouve partout à Bagdad. Même après sa chute, Saddam continue d'exercer son pouvoir de fascination. Je suis curieux de voir ça, car ce qu'il a fait est vraiment révoltant. Ces images ont été récupérées lors du pillage des palais présidentiels et aussitôt dupliquées à grande échelle. 200 à 300 disques sont vendus ici chaque jour dans cette boutique. Un succès qui n'étonne pas son propriétaire. Chaque fois que je vois ces vidéos de Saddam, tout ce qu'il a fait, la torture, toutes ces horreurs, je me dis, enfin on est libre. C'est une nouvelle vie qui commence. Sur ces vidéos également, les exactions quotidiennes sous Saddam, comme ce passage à tabac mené par le frère du dictateur en personne. Des images interdites auparavant et que cette famille n'aurait pas osé regarder, même en cachette, car tous vivaient dans la peur du tyran, une peur obsédante. La nuit, quand j'étais seule, je prenais la photo de Saddam et je la piétinais de rage. Mais j'avais tellement peur que juste après, je l'embrassais en demandant pardon à Dieu. Le traumatisme des Irakiens n'est sans doute pas près de disparaître. Aujourd'hui, c'est l'envers du décor qu'ils découvrent et un Saddam qu'ils peuvent enfin regarder sans crainte. 35 années de dictature, ça laisse évidemment des traces. Et pour le peuple irakien, il n'est pas question d'effacer cette empreinte, car cet épisode sanglant fait également partie de son histoire. Accrochage au sud Liban. Ce matin, le Hezbollah a bombardé la ville de Shlomi, au nord d'Israël, tuant un jeune homme. L'aviation israélienne a aussitôt riposté. Ce regard de tension intervient après 7 mois d'accalmie. Sur place, notre envoyé spécial Vincent de Guyenne et Mossi Armon. Un adolescent de 16 ans vient de mourir et 5 autres Israéliens sont blessés. Ce n'est pas un attentat suicide palestinien, la trêve tient bon. Non, nous sommes au nord d'Israël et c'est une attaque du Hezbollah qui a eu lieu ce midi. Du Liban voisin, derrière ces collines, la milice chiite aurait tiré 3 obus sur le village de Shlomi. La population est sous le choc. C'est la première fois qu'un Israélien est tué ici depuis le retrait de Tsahal du Liban Sud, il y a 3 ans. Le Hezbollah tirait parfois la DCA sur l'aviation israélienne quand elle violait l'espace aérien libanais, mais un calme relatif régnait. Alors que se passe-t-il?
Cet homme du Hezbollah a été tué récemment à Beyrouth. Accusant Israël, la milice chiite a bombardé la frontière avant-hier sans faire de victimes. Et l'État hébreu a riposté. Le gouvernement Sharon nie toute implication dans l'assassinat de Beyrouth. Il n'entend pas se laisser faire et met en garde ses voisins. Israël n'a rien fait pour amener ces attaques. Tout ce que nous voulons, c'est qu'elles cessent. Il y a deux pays qui sont responsables. C'est le Liban qui abrite le Hezbollah et c'est la Syrie qui soutient le Hezbollah. Ces deux pays doivent agir immédiatement pour que ces attaques cessent. Cet après-midi, l'aviation israélienne a mené un raid contre une position du Hezbollah au Liban Sud. Œil pour œil, dent pour dent, les Israéliens ripostent mais disent vouloir éviter l'escalade à tout prix. À Londres, la température a atteint aujourd'hui un record historique, dépassant les 100 degrés Fahrenheit, soit 37 degrés Celsius. C'est la plus forte température jamais enregistrée et qui avait donné lieu à des paris dont les Britanniques sont si friands. Conséquence, des millions de Britanniques sont allés chercher un peu de fraîcheur, non seulement dans les fontaines de la ville, mais aussi sur les plages. À Brighton, le reportage de Christelle Bertrand et Dominique Marotel. La voilà donc, la promenade des Anglais. À 80 km au sud de Londres, ils sont des milliers à venir chercher un peu de fraîcheur au bord de mer. C'est une nouveauté, on n'a pas l'habitude de ce temps-là. Le badigeonnage est minutieux, l'hydratation fréquente, d'autres optent pour la méthode radicale de protection. C'est aussi l'art de lier l'utile à l'agréable. Je vais chercher les pièces qui tombent du ponton. Un de mes amis a repêché l'équivalent de 120 € en 1 heure la semaine dernière. Le ponton, c'est une des célébrités de Brighton. Vestige du siècle dernier, la modernité a su l'aménager en espace commercial. Ici, personne ne se plaint de l'affluence record de ces dernières semaines. C'est très bon pour le business. La chaleur amène beaucoup de monde à la mer. Ici, on peut aussi se mettre la tête à l'envers et perdre toute notion du temps. Quand on est parti, tout le monde nous a dit ouais, vous allez partir à Londres, il va pleuvoir. En fait, je crois qu'on a aussi choqué nos familles qui sont restées à Paris en France. Hein. Non, non, c'est bien. On décide d'y entrer sans réfléchir, ou beaucoup plus délicatement. L'eau ne dépasse pas les 20 degrés, c'est pour une fois la température idéale. La bière est fraîche, l'eau est fraîche, tout va bien. Plus les heures avancent et plus les places se font rares, et tant que le vent du large soufflera, les Londoniens afflueront. À Paris aujourd'hui où la température est encore très élevée, fontaines et cascades ont été allègrement transformées en pataugeoires, chose vue par Julia Delage et Thierry Breton. Paris parc d'attractions, certains y ont cru aujourd'hui. Et par plus de 40 degrés cet après-midi, les 8000 m3 du Trocadéro n'étaient pas de trop. Quand la température monte dans la capitale, difficile de trouver un peu de fraîcheur. Coup de chance ou pas, Émilie et ses parents ont vite su dénicher les bons plans. C'est très bien. Elle est contente? Très contente maintenant. Oui? That's lovely. Au Luxembourg, calme et volupté, on s'abandonne à la torpeur de l'été. Sur la plage abandonnée. Un seul petit plan d'eau à l'ombre, mais qu'à cela ne tienne, tout le monde s'en contentera. Un petit goût de vacances aussi pour les habitués des Buttes-Chaumont, le plus grand parc de la capitale. Napoléon l'a fait construire il y a maintenant plus d'un siècle pour éviter les émeutes dans ce quartier de Paris et calmer les esprits. Apparemment, c'est réussi. Voilà, comme à la forêt. Pour d'autres, demain, il y aura école. Depuis plus de 10 ans, 600 établissements scolaires accueillent l'été près de 80 000 élèves. Une façon d'occuper ces jeunes qui ne partent pas en vacances et surtout l'occasion d'établir une autre relation avec leurs professeurs. Les enseignants qui organisent ces ateliers sont tous évidemment volontaires et indemnisés. Chloé Millard et Yves Ginca. Sages, disciplinés, ces collégiens aiment tellement l'école qu'ils y reviennent même pendant l'été. Dans une ambiance nettement moins scolaire que d'habitude.
C'est l'école sans être tout à fait l'école. Ici, on choisit son emploi du temps, entre autres jeux, ateliers vidéo ou calligraphie. Certains, pas tous, sont en échec scolaire, donc au travers des percussions, d'un autre atelier, calligraphie, théâtre, etc., ils s'aperçoivent qu'ils peuvent faire des choses, de bonnes choses, et donc ça a des répercussions en français, en mathématiques, à tous les niveaux. Il y a un échange mutuel et c'est tout à fait porteur, et on en ressent les effets tout au long de l'année. Lui, c'est le professeur de techno. T'arrives ? Non, je vois pas, monsieur. Comment ça, tu vois pas ? J'arrive pas. Oh. Dialogue plus cordial que pendant l'année scolaire. Voilà. Et tu rappuies là. Bah, ça c'est un petit peu bizarre, mais bon, c'est bien parce que c'est pas la même ambiance. Et ben là, on va à des sorties, on s'amuse plus avec les profs. Mise en confiance des enfants, complicité avec les profs, résultat, moins de violence à l'école, c'est aussi l'objectif de cette opération. Il y a de moins en moins de conflits dans le collège, voire même pratiquement plus. Bah, moi je trouve que c'est très bien et c'est surtout pour des enfants qui partent pas en vacances, et qui puissent profiter de sorties, d'activités. L'opération existe depuis 12 ans. Cette année, près de 600 établissements en France participent à l'école ouverte. L'idée est originale et devrait rencontrer un réel succès. Une maison livrée clé en main, au sens propre du terme. C'est désormais possible grâce à une société située dans le Tarn. C'est une maison en dur qui est livrée par camion, en kit, pièce par pièce, et au grand étonnement des riverains. Jérôme Sesquin et Vincent Bouffarting. Non, ce n'est pas un effet d'optique. Tous les jours dans le Tarn, une maison prend la route. Un pavillon livré clé en main directement dans le jardin du propriétaire. À l'origine, un accident que l'inventeur a tourné à son avantage. Un jour de grand vent, nous avions un mobil-homme qui s'est envolé. Et ce jour-là, mon père, qui était maçon, a eu l'idée donc de faire un mobil-homme en béton. Désormais fini les mobil-homes. C'est une véritable maison qui est intégralement bâtie en usine sur une chaîne de montage, exactement comme pour les voitures. Un exploit car on atteint plus d'1 tonne au mètre carré. Tous les corps de métier interviennent sur place, du couvreur à l'électricien. Et pour les clients exigeants, la société vous assure même la décoration intérieure. Éventuellement des cadres, des tableaux, et la maison part comme ça, et là comme ça chez le client. Les fourchettes, et oui, aussi éventuellement. À l'heure du départ de l'usine, on soigne les derniers détails. Le parcours est semé d'embûches. Personne n'avait prévu le passage d'un convoi aussi insolite sur les routes de France. En fin de journée, les propriétaires découvrent enfin médusés leur nouveau toit. Dans un petit village, une maison qui arrive sur un camion, on va voir ça tous les jours, je pense. Des grands groupes du bâtiment s'intéressent de près à la licence de fabrication, notamment dans les pays fortement touchés par les séismes. Donc, les Algériens sont intéressés par nos maisons par rapport au côté antisismique, donc la solidité, le coût éventuellement aussi qui peut les intéresser et le délai qui est très court. La maison est transportable à volonté. En cas de déménagement, il ne reste plus qu'à trouver un nouveau terrain. Qui n'a jamais perdu son sang-froid devant le vieux barbecue qui refuse obstinément de s'allumer? Cette activité typiquement estivale est aussi un sport. Et oui, ça existe désormais. Il y a même les championnats de France du barbecue. Muriel Lassaga et Nicole Auer. 2, 3, partez. C'est la première épreuve, allumer le barbecue. Un véritable contre-la-montre. 54 secondes pour cette fine équipe. Avec eux, c'est sûr, ça va chauffer. Mais attention, les règles sont strictes. Pour la mise à feu, une bûche de bois reconstituée, 3 allumettes, une feuille de journal et 12 bûchettes. Pas une de plus. Tu me sors ça, il y en a plus de 12 là. Ben ouais, non, mais c'est ça. Non, arrête. Une spécialité chez vous, la cuisson barbecue? Pas du tout, mais il faut bien se lancer un jour. On dit que c'est très difficile, une grillade. Ah, c'est sûr que c'est pas réservé aux néophytes, il faut s'entraîner. Rien n'est laissé au hasard. Rôtir et griller, d'accord, mais avec élégance et originalité, c'est encore mieux. Là, on est en train d'attribuer des points de 1 à 20 selon l'originalité du barbecue. Combien il a eu celui-ci? Moi, je lui ai donné 20 points parce que c'est celui que je préfère. C'est quoi ça? 3 morceaux de viande. Faut qu'on les ramène, donc une bleue, une saignante, une à point. C'est la partie technique. Et cette fois-ci, ça ne rigole plus. Combien de temps vous la laissez? Au toucher. Il n'y a pas de... Ouais. Toujours au toucher. Là, il est en train de marquer les côtés. Là.
On sait très bien une viande quand elle est bleue, au toucher même, ne serait-ce qu'au toucher. Quand elle est très souple, c'est bleu. Quand elle est un peu plus ferme, c'est saignant. Et puis quand elle devient très ferme, ça devient du à point. Et puis après, très cuit, c'est du carton, on va dire. Voilà. Le jury ne s'y est pas trompé. Nos guélurons sont devenus champions de France. Pour les autres concurrents, maintenant c'est cuit. Et en football, dans le championnat de L1, Nice a pris la tête du classement grâce à sa victoire face à Sochaux. Un but du Brésilien Everson. Lyon, le champion en titre, a quant à lui battu Monaco 3-1. Et puis en Grande-Bretagne, 2 Français se sont illustrés au cours du Community Shield, match de gala opposant le champion au vainqueur de la Cup. Michael Sylvestre pour Manchester United et Thierry Henry pour Arsenal ont en effet tous les deux marqué un partout. Mais c'est Manchester United qui s'est finalement imposé au tir au but. Début ce week-end du Lacano Pro, l'une des étapes phares du circuit mondial du surf, l'occasion de rencontrer aussi Francis Mogard, 72 ans, l'un des premiers surfeurs français, celui qui a lancé la mode de la glisse sur nos côtes aquitaines. David Bazier et Bernard Bonnard. Le Lacano Pro, c'est la plus ancienne étape française du circuit professionnel de surf. Ses champions et ses groupies, ses sponsors et son business, notoriété mondiale, cette année, c'est la 25e édition. En fait, le leitmotiv du Nokia Lacano Pro, ça a été de pouvoir avoir ici, sur place, à Lacano, les meilleurs surfeurs mondiaux présents, et pour que le public puisse voir évoluer ces gens-là, puisqu'on n'avait pas l'habitude de les voir évoluer, on ne connaissait pas le surf en 1979. Loin de cette agitation, Francis Mogard dans sa maison de Lacano. Peintre et poète, c'est pourtant lui, dans les années 60, le premier surfeur de Lacano, à une époque où presque personne n'avait songé à glisser sur autre chose qu'une vague hawaïenne. Et de suite, il y a eu, c'est ça, des adeptes, parce que c'est fascinant, quoi, d'évoluer sur les vagues, et puis d'être aérien en même temps, tout en étant aquatique, quoi. À 72 ans, tous les jours, à bicyclette et longboard sous le bras, Francis Mogard rejoint l'océan. Pour lui, le surf n'est pas un sport, c'est une philosophie, l'émerveillement de l'individu dans les vagues et la vie serrée tout contre la nature. C'est toujours l'immersion dans la beauté. Et la beauté, que ce soit la beauté des visages des mers ou des opéras, ou des tableaux ou des poèmes, c'est une démarche vers le bonheur. Mais de plus en plus, geste de rage chez certains jeunes surfeurs, seuls contre la compétition. C'est un peu l'esprit du tonton surfeur qui s'en va, lui qui rêve de multiplier les accès à l'océan pour que la jeunesse s'émerveille. Le cinéaste français Jacques Deray est décédé la nuit dernière à son domicile. Il avait 74 ans. Jacques Deray avait réalisé plus d'une vingtaine de films policiers, Symphonie pour un massacre, Borsalino, La piscine, dont beaucoup tournaient avec Alain Delon, son acteur fétiche. Abdel Mostefa. Ambiance polar sur plateau télé. Face à Alain Delon, son acteur fétiche, Jacques Deray donne les clés de son cinéma. Marseille et de Marseille. Et je crois qu'un film, ce n'est pas seulement une distraction, c'est aussi une sorte de chemin où le public médite. Le cinéma de Deray, de l'action, des gueules et des atmosphères. Le milieu, dans le Marseille des années 30 pour Borsalino, où la quiétude, bientôt troublée d'une propriété de Saint-Tropez, avec la piscine. Bouge pas, j'y vais. Non, reste là, laisse sonner. Mais attends, je vais revenir. Non, tu restes là. Mais si, j'y vais. Non, non. Après la piscine, il s'est retrouvé dans une sorte de mécanique qui a fait qu'il a fait beaucoup de films avec Alain Delon. Et puis après, il a fait des films avec Belmondo. Puis après, il a commencé à se partager entre Belmondo et Alain Delon. Au milieu de ça, c'est faufilé Lino Ventura. Et il était très ami avec les gens qui a travaillé. Ajouté Trintignant, Bouquet ou Serrault, Deray a toujours soigné ses castings. Charles Berliner, ça vous branche? Charlie, je l'ai pas vu depuis au moins 2 jours. Moi, je l'ai vu. Où ça? À la morgue. Ou tu le jettes comme ça, c'est à toi de voir, ou tu le jettes comme ça. Deray pensait faire l'acteur, finalement, il a dirigé.
31/5. 24 films, quelques flops et beaucoup de succès commerciaux. Son nom était connu, pas son visage. Vous pouvez aller au show quelques instants. Jacques Deray était discret. Il savait s'effacer derrière ses vedettes. Comme il le disait, sa place préférée était dans l'ombre. Sortie cette semaine de Pirates des Caraïbes avec dans la peau du flibustier Johnny Depp. C'est une production des studios Disney qui reprend le thème d'une des attractions les plus populaires de ces parcs, Marie-Jo Jouan et Jean-Yves Blanc. Ce n'est pas tout à fait le genre de pirate auquel on peut s'attendre chez Disney. Avec Johnny Depp, la flibuste perd ses repères. 1 minute. Look de rockstar, l'acteur rebelle s'est inspiré du Rolling Stone Keith Richards. C'est ainsi qu'il imaginait Jack Sparrow, ce pirate du XVIIIe siècle, et pas autrement. Que diriez-vous de 3 shillings? Et on oublie le nom. Et s'il a accepté de tourner cette super production Disney, c'est en grande partie pour faire plaisir à sa petite fille Lily Rose, à peine plus jeune que Colin et ses amis, qui découvraient le film en avant-première. Ah, c'est pas trop tôt. Non, non, ne tirez pas! Vous voyez, on se comprend finalement. Commodore Dorrington, mes effets, je vous prie. Et mon tricorne. Drôle de Forban, qui tente de récupérer par des moyens peu orthodoxes le Black Pearl, navire censé lui appartenir. Johnny Depp en fait des tonnes et ça fonctionne. Arrêtez de percer des trous dans mon bâtiment! Il était marrant. Il y a des fois, il était méchant, des fois il était gentil, c'était bizarre. Il n'a pas un rôle sérieux, il fait le fou dans le film. Des fois il ment, il fait semblant de faire des marchés, puis après il est dans un camp et après il est dans l'autre. Commencez à croire aux histoires de fantômes, mademoiselle Turner. Autre surprise du jamais vu chez Disney, un équipage de morts-vivants. C'est drôle, ça fait peur et il y a de l'action. Et 187 millions de dollars de budget pour séduire. Des effets spéciaux à tomber, autant que Johnny Depp, excentrique et cabotin certes, mais tellement efficace. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo, Isabelle Martinet, 20h55, des maris, des femmes, des amants, 020, le dernier journal d'Ève Mété, à 7h40 dans les 4 vérités. Demain, Jean-Paul Chapelle recevra François Loos, ministre du Commerce extérieur, 13h, pour retrouver Laurence Ostolazza. Très bonne soirée sur France 2. Au revoir.